Euh, donc le bourg de Massargues a été découvert un peu par hasard en 2004 lorsque j'étais à l'époque en thèse d'archéologie à l'université d'Aix-en-Provence. Et donc comme le disait Yvon, je travaillais sur les carrières de meules romaines et médiévales de Saint-Quentin qui étaient des très très grandes carrières extra-régionales. Et en se baladant sur le chemin des bois à proximité du domaine de Castelnau, on a trouvé des blocs un peu partout dans les bois. Au début, je me posais des questions sur leur origine anthropique ou naturelle. Premier sondage en 2004 a bien montré l'existence d'habitations médiévales du XIIe, XIIIe siècle. Et à partir de là, a débuté un projet qui a repris en 2018. Donc entre 2004 et 2018, on n'est pas intervenu sur le site. Et à partir de 2018, avec bien évidemment l'autorisation du service régional de l'archéologie de la DRAC, j'ai oublié la caméra, on a repris ce qu'on appelle une fouille probatoire, c'est-à-dire une fouille d'été avec des étudiants en archéologie, probatoire pour s'assurer du potentiel archéologique du site. Donc c'était vraiment une courte campagne, 3 semaines avec 15 étudiants, et qui a eu des résultats assez exceptionnels, puisqu'on a vraiment mis en évidence ce qui n'était pas comme ce que je le pensais au début, un village. Moi, je pensais que c'était un village comme on en connaît un certain nombre dans la région, qui sont maintenant nos villages des environs, qui ont tous une origine médiévale, bien évidemment. Et en mesurant l'étendue du site, 3 hectares, c'était bien plus qu'un village, en discutant avec des médiévistes reconnus. Et en fait, on avait affaire à ce qu'on peut dire, on peut parler d'une petite ville ou en tout cas d'un véritable bourg. Donc c'est un plan, on va dire un plan d'étape de la fouille probatoire de 2018, qui reste bien évidemment à compléter puisque le site est dans les bois. C'est un site qui n'est pas évident à fouiller, qui est vraiment dans une végétation de garrigue, qui est recouvert par une végétation assez dense, des racines, etc. Et au sein desquels on voit une série de blocs apparaître, des blocs de murs. Et donc, ce qui est intéressant dans ce site, pour le présenter vraiment brièvement, parce que ce ne sera pas vraiment l'objectif de la présente discussion, mais c'est de voir qu'il est circonscrit par un mur de clôture. Alors, je préfère parler mur de clôture que fortification. C'est peut-être une fortification. En tout cas, c'est un mur de clôture. Dans les textes, on parle de clausura, de clôture, à l'intérieur duquel se trouve ce qu'on peut vraiment parler d'un ensemble dense de maisons. C'est pas un village éclaté. On a vraiment pu le vérifier en 2018, des maisons côte à côte, et je pense que ce sera confirmé lors des années à venir. Donc nous, on a investi la partie sud-est du bourg, autour d'une grande place. Alors j'avais fait exprès de dégager un peu le seul endroit qui me paraissait ouvert sur le site, pour vérifier l'hypothèse d'une place principale, donc ce qui est en gris ici, là, avec le pointeur, et qui est entouré de bâtiments. Et la caractéristique du site, c'est de présenter un plan d'urbanisme qu'on peut nommer en quelque sorte, on va dire qui est inédit à l'échelle des connaissances médiévales pour le sud de la France, puisque tous ces plans d'urbanisme, on va dire, on est sur un lotissement, un sort de lotissement concerté, avec des rues probablement en lanière, et c'est le plan typique des villeneuves médiévales, mais qu'on connaît pas directement par l'archéologie, parce que ces villeneuves ont donné lieu actuellement à des petites villes. Donc voici une vue de détail de cette voie, donc, comme je le disais, qui perce naturellement les reliefs calcaires. Donc elle est représentée ici. Donc en partant d'Alès, elle passe au nord de Saint-Quentin, et donc elle rejoint la vallée du Rhône. Bon, il s'agit d'une restitution que je propose ici, puisque cette voie n'est pas mentionnée dans les textes médiévaux, mais ces derniers restent très lacunaires sur tout ce qui concerne les aspects économiques. Il y a cette illustration géoportail qui montre justement cette combe qui passe un peu à l'est du village de Mons et qui est vraiment une traversante directe. De même pour la vallée de Valabry, où se situe Massargues, qui est une vallée un peu oubliée, puisque
à partir du XVIIIe siècle, la voie qui devait passer par Valabri afin de relier la partie haute de l'Uzège à la vallée du Rhône a été percée au niveau de Saint-Hippolyte. C'est la voie que sans doute beaucoup d'entre vous doivent connaître. En fait, elle passe d'Uzès, Saint-Hippolyte, elle monte sur le plateau en ligne droite et elle rejoint Pouzillac. Et on a autour d'Uzès un certain nombre de routes comme ça qui partent en étoile d'Uzès, qui en fait montent sur les plateaux calcaires. Et ça, à mon sens, c'est des routes typiquement modernes. Les voies médiévales, tout indique qu'elles prenaient plutôt les combes. Et par la voie qu'on restitue au niveau de Massargues, hein, on est presque sur un niveau plan. Ce qui est très intéressant pour le transport des marchandises, hein, pour relier directement, hein, comme je le disais, le Rhône à Alès. Autre élément intéressant, c'est la disposition des châteaux. Bon, on y a travaillé sur l'ensemble du diocèse. Hein, là, je mets que les châteaux par les petits triangles au niveau de part et d'autre de la voie. Mais ces châteaux, justement, ont tendance à s'agglomérer de part et d'autre de cet axe. Ils ont tendance aussi à se retrouver le long de la Tave et de même le long de la voie Régordane. En gros, à l'échelle du diocèse d'Uzès, les châteaux, c'est vraiment des points de contrôle issus des axes terrestres ou fluviaux. Et d'ailleurs, les textes souvent indiquent que c'était des points de perception de diverses taxes, hein, qui faisaient l'objet de pas mal de convoitises, par exemple d'Uzès. Alors la grande question, donc qui furent les habitants de Massargues, hein. Bon, je ne vais pas y répondre directement, mais je voudrais déjà commencer par prendre l'exemple de Nîmes. Au XIIe siècle, Nîmes n'avait pas encore d'enceinte commune. Hein, ça, c'est l'enceinte fin XIIe siècle, hein, d'après les textes, mais toujours savoir, est-ce qu'elle a vraiment été totalement exécutée au XIIe siècle ou plus tard? Toujours la question. Mais on va dire qu'au XIIe siècle, bon, là, on a le quartier épiscopal et les arènes. Et donc, je vous ai mis un texte de Léon Ménard, qui était l'historien, encore un grand érudit de la fin du XIXe siècle, c'était l'historien de la ville de Nîmes. Et un passage où il indique « Les habitants des arènes formaient déjà une communauté séparée de celle des habitants de la cité. Les uns et les autres avaient leur consul à part, qui néanmoins, bon c'est du vieux français, se réunissaient dans l'administration des affaires, ce qui ne laissa pas de faire naître entre eux divers démêlés qui troublèrent quelquefois la tranquillité publique. » Bon, en réalité, souvent, les habitants de la cité étaient un peu alliés avec les chevaliers des arènes contre le vicomte. C'était pas si simple que ça, mais bref. Mais pour montrer que la ville était aussi divisée en deux ensembles, donc les habitants des arènes, qui en fait correspond à une bourgade de chevaliers. Donc petit plan avant la destruction des arènes pour mettre en évidence leur aspect antique. Mais c'était une véritable bourgade avec un parcellaire médiéval, des rues. Et donc toutes les familles nobles, originaires des localités des environs, un peu comme à Saint-Quentin, avaient leur maison aux arènes. Et l'autre question, c'est les habitants de la cité. Donc ils formaient une communauté à part, d'après les textes. En fait, on ignore la réalité matérielle. Est-ce qu'ils avaient, comme le quartier épiscopal et la bourgade des arènes, un quartier à part, ou est-ce qu'ils étaient éclatés dans la ville? Ça, on ne peut pas le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que les habitants qui sont indiqués comme ça, entre guillemets, de la cité, de la ville, en fait, ça correspond à ce que les textes médiévaux nomment aussi, à Nîmes comme ailleurs, l'universitas des hommes et des femmes. Et tout indique que Massargues se rattache à ce cas de figure, c'est-à-dire une universitas, une communauté d'hommes et de femmes. Bon, ça peut paraître un peu obscur dit comme ça. On sait qu'ailleurs, ces communautés permettront l'émergence de consulats. Bon, je vais y revenir juste après en conclusion. On sait qu'à Alès, la charte de l'année 1200 donnée par les seigneurs de la ville aux habitants d'Alès précise qui sont ces hommes et ces femmes. En fait, il s'agit de ce que l'on peut nommer une première forme de bourgeoisie que je mettrai entre guillemets parce que pour moi, ce n'est pas la bourgeoisie du 14e, 15e siècle qu'on connaît mieux. C'est une première forme qui reste à définir, qui est tout aussi intéressante. Et donc, cette charte de l'année 1200 dit qui sont ces personnes et se compose d'artisans, de banquiers, de médecins, d'avocats, de notaires. Et la fouille à Massargues permettra ainsi de mettre en évidence, pour la première fois en France et sur une échelle significative, la réalité matérielle de ces communautés qui sont quand même des communautés de nature urbaine.
car l'archéologie médiévale a principalement révélé jusqu'à présent d'autres types d'habitats, l'habitat élitaire, celle des domaines, des châteaux, ou sinon l'habitat rural, comme les fouilles INRAP actuellement, qui permettent de mettre quelques beaux villages, comme le village de Missignac par Odile Maufra, fouillé il y a quelques années entre Nîmes et Montpellier. Et pour terminer, sur la dernière diapositive, donc Massargues correspond, comme on l'a vu, au seul bourg médiéval disparu à l'échelle du diocèse d'Uzès. Il s'agit d'une disparition soudaine. D'après les textes, vers la charnière des XIIIe et XIVe siècles, après le début du XIVe siècle, il n'est plus question de Massargues. Plus question du carton de Raymond, plus question des notaires de Massargues, on n'en entend plus parler. Donc évidemment, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette disparition ? Et là, j'ai mis cette carte que j'ai remis un peu à jour pour qu'elle soit un peu plus visuelle, on va dire, mais cette carte extraite d'un article de André Gouron de 1963 sur l'expansion consulaire dans le midi de la France. Et d'après les textes, il met en évidence qu'il y a une expansion des consulats dans les villes qui est vraiment précoce dans l'arc Narbonne, Montpellier et à la basse vallée du Rhône, c'est-à-dire Arles, Tarascon, Avignon. Bon, tout ce secteur que j'ai indiqué en beige. Et les consulats vont se développer beaucoup plus tardivement, plusieurs décennies après, à la fin du XIIe, à l'échelle du Midi. Mais Uzès, certes, n'est pas cité, en l'état des connaissances tout au moins, comme appartenant à cette première vague de diffusion précoce des consulats. Mais la ville d'Uzès se trouve dans son giron immédiat, dans un espace géographique où l'émergence de revendications communautaires a été précoce. De plus, l'origine de la mise en place de ces mouvements consulaires est très mal connue. Elle viendrait d'Italie pour certains, elle serait endogène pour d'autres et remonterait à un quelque peu obscur héritage languedocien. Il y a également des consulats qui ne disent pas leur nom. La région d'Uzès peut très bien en faire partie et l'on sait que certains consulats ont été prohibés comme au Puy-en-Velay. Et ces communautés d'hommes et de femmes qui correspondent donc à une première forme donc finalement méconnue de bourgeoisie ont conduit dans certaines villes à l'émergence d'une gouvernance communale comme à Montpellier. Le carton raymondin désigne sans doute le nom du fondateur de la Villeneuve de Massargues. En fait, c'est le carton de Raymond. Il s'agit sans doute des Raymond, comtes de Toulouse. Bon, je fais un aparté sur ce point, mais très bref, parce que l'histoire de Massargues est compliquée. Il est passé dans des mains de plusieurs grandes familles. Mais on sait que durant les premiers temps, la juridiction de Massargues a été aux mains des frères Vézénobre. C'est aussi le clan qui dirigeait la gouvernance des chevaliers des arènes de Nîmes. Et on sait que les Vézénobre sont des fidèles de tout temps du comte de Toulouse. Or, le comte de Toulouse est loin finalement de la politique uzécienne. Le pays d'Uzès est sous contrôle, j'essaie de le montrer, d'un évêque très puissant, contrairement à Nîmes où le vicomte Bernard Hatton est directement en lien avec la maison raymondine de Toulouse. Donc la question que je me pose, c'est le comte de Toulouse a-t-il permis l'émergence d'un consulat près d'Uzès, à Massargues, façon d'asseoir indirectement son pouvoir, même si ce scénario n'est toutefois envisageable qu'avec l'accord de l'évêque. D'après les textes du XIIIe siècle, la présence de nombreux notaires issus de Massargues apparaissent au plus près de l'évêque d'Uzès et irait dans le sens de nos hypothèses, car on sait que les consulats sont très liés à l'avènement du notariat et à la résurgence du droit romain. À Avignon, des documents de l'année 1146 montrent des consuls dans l'entourage direct de l'évêque. La communauté des habitants de Massargues a ainsi tenu un rôle de premier plan dans la politique du pays d'Uzès. C'est évident. Qu'a pu en penser le roi ? Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser parce qu'à la suite de la croisade albigeoise, donc qui marque la défaite du comte de Toulouse, c'est dans le courant du XIIIe siècle que le monarque met peu à peu la main sur le Languedoc, qui sera rattaché définitivement à la couronne de France en 1271, et met la main aussi sur le diocèse d'Uzès.
Le roi finit par réduire à néant la seigneurie supérieure des évêques d'Uzès au début du XIVe siècle. À Alès, les officiers royaux entreprennent diverses représailles, intimidations et augmentations d'impôts à l'égard des bourgeois de la ville afin de réduire leur aspiration d'indépendance. En définitive, tout dans les éléments historiques propres à Massargues suggère l'aspiration d'une communauté qui revendique des droits, une certaine forme d'indépendance, et ce qui n'a pas dû plaire au roi et à sa politique centralisatrice. Bon, et il n'y avait pas que, l'évêque était également perdant dans l'affaire. Bon, il s'agit là d'hypothèses qui seront précisées au cours des campagnes de fouilles à venir. Ça va être le but de l'enquête qui va s'ouvrir à partir de l'été prochain, afin de tout mettre en œuvre pour savoir ce qui s'est réellement passé à Massargues dans sa disparition, et puis bien évidemment plus largement de faire une étude archéologique par le biais de plusieurs disciplines, archéologie du bâti, le paléoenvironnement, pour en fait mettre en évidence une catégorie de sites méconnus de l'archéologie. Bon, j'ai un peu dépassé le temps.